Merci beaucoup pour l'invitation, Marie-Pascale. Puis donc, je suis Géraldine Ayani, médecin de famille au groupe de médecine famille universitaire Notre-Dame à Montréal. Je suis aussi chercheuse régulière au centre de recherche du CHUM et je m'intéresse à la collaboration intersectorielle en soins primaires pour, avec et par les personnes qui vivent avec des maladies chroniques et professeure adjointe au département de médecine de famille de l'Université de Montréal. Et tu es co-chercheur sur le projet. Et je suis co-chercheur sur le projet avec un intérêt. Je pense que ce matin, j'ai été vraiment très touchée par, en tous les cas, ce qui a été nommé sur tout le continuum, justement, du parcours de vie avec la maladie, puis des personnes qui vivent avec le cancer du sein. Et je pense, en fait, que ça a été renommé, le fait que la première ligne avait vraiment une place à jouer et puis un rôle important à avoir. Mais en effet, les embûches se passent dès le début. Puis l'idée de l'invitation, je pense, aujourd'hui, c'était de pouvoir vous témoigner. Puis je pense que ça pourra faire aussi émerger peut-être des idées, puis aussi ouvrir le dialogue, je dirais, sur ce qui se passe dès le début du parcours de soins pour les personnes qui vivent avec le cancer du sein. Et en effet, ça se passe dès le début, bien en amont exactement avec le médecin de famille. Alors ça, j'aimerais, parce que quand on a discuté ensemble, j'ai vraiment découvert quand même une situation qui n'est pas évidente à vivre hein, quand on est médecin de famille et qu'on a devant soi une personne pour laquelle on suspecte un cancer du sein. Est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples de la façon dont tu es mise dans un système que tu ne maîtrises pas vraiment, mais en même temps, tu as beaucoup de responsabilités. Exact. Donc, déjà, la manière dont ça se passe, un diagnostic de cancer du sein peut être fait de plein de façons différentes, que ce soit parce que la patiente va arriver avec une douleur, une masse, les antécédents familiaux, que ce soit par le dépistage, prévention du programme de prévention québécois. Puis, en fait, la manière dont ça se passe, c'est souvent on a un rapport d'une mammographie. Donc là, on a une anomalie, puis cette mammographie-là est complétée par une échographie, puis l'échographie est complétée par une ponction biopsie. Tout ça se passe sans que nous ayons normalement, des fois ça arrive, mais déjà d'actions à poser. Mais des fois, il y a certains centres de radiologie qui nous renvoient après la mammographie en disant il y a une anomalie, est-ce que vous pouvez prescrire l'échographie? Mais je dirais qu'à 90% des cas, à partir du moment où on fait la prescription de la mammographie ou si ça a été fait par le programme de prévention québécois, nous, on suit les examens puis on voit mammographie anormale, échographie anormale. Le patient va avoir une biopsie, puis là, c'est noté par contre en bas, en tout petit, que c'est le médecin de famille qui va être responsable de la biopsie. Puis c'est là où commence en fait le parcours du médecin de famille dans ouf, OK, il faut que je fasse attention à ce patient, sachant que il faut que j'y fasse attention, que j'ai quand même noté quelque part, puis que je me rappelle qu'il va y avoir ça à gérer. Parce que si j'attends le résultat de la biopsie, je vous épargne en fait les délais avec lesquels ça arrive, mais des fois, nous, on fait des bonds sur la chaise parce qu'on voit que l'examen a été fait, je vous donne un exemple, le 16 avril, puis nous, ça tombe dans notre case le 4 mai. Ben là, déjà, on se dit, oh, je vais appeler la patiente, puis je vais lui dire que ça fait 3 semaines qu'il y a son résultat qui était quelque part dans les airs. Puis, donc, c'est pour ça que dès le début de la prise en charge, dès qu'il commence à se passer quelque chose, puis qu'on sait que le patient va arriver à la biopsie, nous, en tous les cas, moi, comme médecin de famille, j'ai une responsabilité à m'assurer que je vais avoir les résultats rapidement, puisque ces résultats n'arrivent pas au patient. Le patient n'a pas le droit d'avoir accès à ces résultats, ce qui déjà, moi, premier élément, je me dis, bah, c'est la personne qui devrait déjà avoir ses résultats en premier. Et les spécialistes, dans le sens en radiologie, je dis des spécialistes en radiologie, quand ils font, eux, la ponction biopsie, le médecin qui a fait la ponction biopsie, il est responsable de son acte de ponction biopsie, mais pas responsable du suivi, en fait, du résultat. C'est le médecin de famille qui a cette responsabilité. Donc, quand nous, ça arrive avec un délai, bah, déjà, première chose, il y a déjà toute cette trajectoire-là du diagnostic, déjà, qui est une première étape. Deuxièmement, une fois qu'on a ce diagnostic, bon, bien évidemment, on appelle la patiente, on la convoque, donc il y a aussi le choc, parce qu'on est quand même dans un choc, puis on le vit à deux. En fait, c'est un choc, tant comme médecin de famille ou nous, c'est des patients qu'on suit de manière longitudinale, donc on sait tout ce que ça va impliquer. On parlait de parcours de vie ce matin, bah, on est en fait vraiment des... Moi, je dis souvent d'ailleurs comme médecin de famille, j'ai pas une expertise de spécialité pour chaque maladie, puis
En fait, c'est là où on a une belle complémentarité avec nos collègues en spécialité, mais j'ai comme une expertise du continuum de vie de la personne. Puis là où je peux l'aider, c'est dans toute l'adaptation de ce qu'elle vit avec ses conditions de santé, puis m'assurer qu'on soit toujours dans un certain équilibre. Donc, une fois qu'on a ce diagnostic-là, deuxième étape, donc là, on reçoit le patient, soit souvent par téléphone, au moins déjà pour dire on a le résultat, parce que le patient, lui, il s'est fait dire que c'était son médecin de famille qui allait lui donner le résultat. Donc nous, dès qu'on a le résultat, on a cette responsabilité, bien évidemment, de tout de suite aviser le patient. Aussi, on l'avise pour lui dire j'aimerais vous parler en présence. Bien évidemment, on comprend bien qu'il y a quelque chose de grave, de plus grave qui se passe. Puis là, la deuxième étape, c'est référer le patient dans la trajectoire oncologie. Et ça, c'est encore une deuxième étape qui prend un certain délai, suivant le lieu où vous êtes, parce que tout à l'heure, je mentionnais que j'étais médecin de famille à Montréal, mais j'ai aussi pratiqué à Salaberry de Valleyfield, à Laval. J'ai eu aussi un petit bout pendant mes expériences de pratique à Sherbrooke, et j'ai fait mon fellow à Québec. Donc, j'ai vu différents endroits de la province pour vous nommer qu'à chaque place où vous êtes comme professionnel, vous avez des pratiques différentes en termes de compréhension, de naviguer le système et de pouvoir référer des patients. Donc, à Montréal, là, on est dans le cancer du sein. C'est des trajectoires, je vous dirais, qui sont assez facilitantes puis qui marchent bien. On réfère nos patients, puis il y a notamment, nous, on travaille dans le réseau là où, au GMF Notre-Dame, on est proche entre l'hôpital Notre-Dame. On a la clinique Léger aussi qui travaille avec exactement avec la radio, puis avec le CHUM, donc qui renvoie assez facilement. En fait, il y a comme un espèce de lien facilité qui peut être fait avec le CHUM. Puis si on réfère via le CHUM, les patients sont quand même assez rapidement pris en charge. Mais je dis assez rapidement parce que tant que cette référence-là, en fait, puis tout à l'heure, on parlait du CRDS. Le CRDS, c'est une plateforme qui... Oui. Puis si j'en dis trop, vous avez le droit de... N'hésitez pas à me couper. Hein. Mais le CRDS, c'est le centre de répartition pour les spécialistes. Comme médecin de famille, quand on veut référer en spécialité, au Québec, ce qui a été mis en place, c'est cette plateforme. Donc, pour tous les problèmes de santé, je pourrais vous donner, par exemple, une lésion dermato je m'inquiète, j'aimerais que vous voyiez un dermato. Hop, je réfère au CRDS. Puis, donc, en fait, là, on choisit notre spécialité. On met le motif de consultation qui est déjà référé avec des critères d'évaluation en termes de niveau A, B, C, D, E, qui permet de trier la priorité d'accès vers la spécialité. Donc A, c'est un délai de 3 jours, B, 10 jours, C, 1 mois, D, 3 mois, E, 12 mois. Ces délais-là ne sont plus respectés au Québec depuis bien longtemps parce qu'on n'a pas d'accessibilité aux spécialistes. Donc, quand on est comme médecin de famille, en tous les cas pour moi, dans un délai A ou B, je prends mon téléphone et j'appelle le spécialiste. Parce que je sais que le patient, même s'il a un délai B, il va être vu dans plus longtemps. Puis ça, c'est vraiment un enjeu d'accessibilité. Je n'ai pas toutes les causes. Puis là, je le nomme comme un constat, pas comme un jugement du tout. Puis je ne suis pas là pour juger qui que ce soit dans tout ça, mais c'est toujours le côté d'accessibilité puis le point d'accès. Donc, en fait, ce CRDS sert à ça. Puis, le CRDS, il y a un CRDS oncologie où notamment, vous avez, je pense, en pneumologie, par exemple, je peux directement aller dans le CRDS oncologie pour mettre suspicion de cancer du poumon parce que là, pour le coup, c'est un autre type de cancer où le patient n'a pas la biopsie avant, mais j'ai la suspicion sur le scanner avec ce que m'a nommé le radiologue. Mais dans mon bureau au GMFU Notre-Dame, quand j'utilise cet accès-là, je me fais renvoyer une tâche en me disant il faut que tu réfères ton patient en pneumologie, que tu gères ta biopsie. Donc, en fait, suivant le type de cancer, en plus, vous n'avez pas les mêmes parcours à prendre. Et donc, cancer du sein, déjà, c'est facilité parce que je suis capable de référer. Mais où est-ce que je réfère? Je ne réfère pas par le CRDS parce qu'il n'y a pas de CRDS en cancer du sein. Je réfère par, j'ai un trou de mémoire, je suis désolée, mais c'est par le CRID, donc qui est le centre. Probablement, s'il y a des spécialistes, probablement qui diraient mieux que moi. Mais... Exact. Donc, en fait, quand on a les cancers du sein, on les réfère par ce parcours-là.
On les réfère pas par le CRDS parce que ça marche pas. Donc ça aussi, il faut, la première fois qu'on rentre tout ça, il faut avoir la bonne feuille. Là. Puis moi, dans ma clinique au GMFU, pour une raison très obscure, dans notre DME, ils ont mis celle de Québec. Donc là, la première fois que la secrétaire a eu l'envoyer, parce que ça fait 3 ans que je suis à la clinique Notre-Dame, je lui ai dit oh, urgence complète. Chut. On a envoyé ça. Puis la patiente, elle s'est fait appeler par Québec, qui a dit mais comment ça se fait que... Et là, la secrétaire me dit ah bah oui, c'est parce qu'on n'a que le formulaire de Québec. Puis c'était une nouvelle secrétaire qui a envoyé ça à Québec au lieu d'envoyer ça au CHUM. Et puis on se dit mais c'est le parcours du combattant. Donc en fait, pour répondre à tout ça, donc le CRDS qu'on a entendu ce matin, déjà le cancer du sein, il rentre pas là-dedans. Je remplis un autre formulaire qui en plus a une en-tête Québec là dans ma clinique parce que et dans tout ça, c'est le formulaire où on nous demande donc là le résultat de la mammo, de l'écho et de la biopsie. Et donc, c'est ça qu'on envoie. Puis, une fois qu'on l'envoie, bah là, on attend. Imaginez pour la patiente qui fait confiance à son médecin de famille, où moi, je les tiens informés de toutes les démarches que je fais, mais même dans des consultations, dans des journées très chargées, je veux dire, il faut y penser, puis c'est une petite étoile, ou moi, je mets des petits post-it, mais c'est très anxiogène, en fait, pour elle, d'abord, en premier lieu, puis pour moi, comme médecin de famille, tant qu'elle n'a pas son rendez-vous, il y a quelque chose qui reste où je me dis, bah, je suis très, très inconfortable. Donc, j'ai développé une stratégie depuis, on va dire, peut-être que j'ai une sensibilité personnelle aussi, parce que j'ai une cousine qui a eu un cancer du sein à 35 ans l'année passée. Donc, c'est sûr que... Puis elle m'a identifiée comme proche aidant pour l'accompagner dans son parcours. À distance, elle vit en France, donc on a fait ça ensemble de loin. Mais moi, ça fait 1 an que maintenant, à chaque diagnostic de cancer, je donne mon numéro de cellulaire aux patients, puis je leur dis, s'il vous plaît, textez-moi toutes les semaines. On se donne une date. Donc, si je le donne le vendredi, je fais la semaine prochaine, vous me textez. Oui, j'ai mon rendez-vous. Non, je n'ai pas eu. Puis, ce n'est pas une bonne façon de faire, je sais. Mais c'est la façon la plus sécuritaire que j'ai trouvée pour être sûre que j'ai des patients qui ne tombent pas dans des cracks. Parce que je suis 550 patients, que heureusement, mes 550 patients n'ont pas tous des cancers en même temps. Mais au moins, c'est une façon pour pousser, en fait, m'assurer, moi, ça me permet soit de rehausser la priorité, de relancer, puis je l'ai fait, en fait, là, dans les derniers mois avec plusieurs patients, puis ça a fonctionné. Mais je sais que ce n'est pas la bonne façon de faire, parce que comme là, cet été au mois d'août, je suis en vacances avec ma famille, puis là, je reçois des textos qui rentrent, j'attends la consultation. Donc, c'est évidemment pas une bonne façon de faire, puis c'est sûr qu'il y a des choses qui seraient améliorées probablement dans la communication, puis voir comment gérer tout ça. Donc, mais tu mets bien en évidence le fait qu'il faut quand même un filet de sécurité. Tu as quand même beaucoup de exact, patients à gérer en exact. même temps. Oui, Tu as une responsabilité qui est super importante, mais tu n'es pas sûr de recevoir l'information quand il faut et d'être sûr que la patiente l'a eu, etc. Donc, c'est... oui, exactement. Donc, je pense en effet qu'il y a... Puis comment faire, en fait, c'est une réflexion collective qu'il faut avoir. Je pense déjà, numéro 1, il y a quelque chose qui doit se faire au niveau du patient en termes d'information. C'est pas normal que juste le résultat de la biopsie, ça dépend même du médecin de famille. Il peut y avoir des délais. J'ai oublié de vous donner un autre délai aussi, c'est que nous, ça arrive par fax, hein, bien évidemment. On n'est plus par pigeon voyageur, mais là, on est par fax. C'est mieux quand même que pigeon voyageur, mais Pas sûr, pas sûr. Puis le fax, il arrive à la clinique. Alors là, s'il arrive un vendredi soir, déjà, vous avez un délai comme le lundi. Mais le fax arrive, donc le fax arrive, il arrive en papier. Il passe par la garde laboratoire. Dans notre clinique, on a mis un système où on est des équipes de médecins de famille. Tous les médecins qui sont en supervision font la garde laboratoire. Donc là, moi, je reçois ma pile. Je suis docteur Layani, puis j'ai mon collègue, docteur X, qui, lui, vient de recevoir son résultat pour sa patiente. Bah, si je suis puis donc là, il n'y a aucune pratique standardisée. Si je suis un médecin consciencieux, puis même pas que consciencieux, parce qu'on a des fois des piles où j'ai ça à gérer, j'ai la supervision de l'étudiant, j'ai la secrétaire qui arrive et qui me dit est-ce que tu peux rappeler tel patient. Donc, tout ça dans une activité comme de pratique où on est très, très sollicité. Puis là, dans le niveau de pile, ça dépend du jugement du médecin de savoir est-ce que c'est prioritaire ou pas. Puis vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. C'est que là, moi, je vois où il y a une biopsie anormale, j'envoie une petite tâche à mon collègue, je mets à numériser ton, ton résultat qui va rentrer dans ton dossier, mais la numérisation, suivant la personne qui est aux archives, ça peut prendre 3 jours à 3 semaines.
Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, maintenant, comme je vous dis, la sensibilité que j'ai avec mon téléphone, je prends une photo, je texte mon collègue, puis je lui dis, c'est envoyé à la numérisation, mais là, tu as le rapport, puis au moins, tu vas pouvoir agir tout de suite, puis appeler ton patient, parce que, en plus, quand vous envoyez ça m'est arrivé la première fois. L'année passée, un collègue qui m'envoie un résultat de biopsie anormale, puis il me dit, donc là, ce collègue-là m'a envoyé une tâche que j'ai reçue dans mon DME, en me disant, je t'ai envoyé le résultat à numériser, mais je t'avise que ton patient a une suspicion de cancer, puis ce n'était pas pour un cancer, c'était pour un autre cancer. J'ai attendu la numérisation 3 semaines. Puis là, ce que j'ai fait, bien évidemment, tout de suite, comme je savais qu'il y avait un résultat anormal, j'ai été regarder, parce que la biopsie, elle n'est pas sur le DSQ. Donc, en fait, j'ai tout de suite préparé la référence en oncologie, puis je l'ai envoyée avec le résultat de scanner anormal, en expliquant qu'il y avait une biopsie qui avait été faite. Mais là, je me suis fait dire, oui, mais vous n'avez pas le rapport de biopsie, donc on ne vous prend pas le patient. Parce que c'est comme si on ne faisait pas c'est pas qu'on ne fait pas confiance, c'est que le résultat n'était pas là. Mais donc tout ça, mis bout à bout, en fait, ça crée des enjeux de délai, d'accessibilité, de communication. Puis moi, des fois, j'ai l'impression un peu d'être dans la maison des fous parce que je me dis suivant la chose, il faut connaître le formulaire A400, je ne sais pas combien, puis repasser, puis repartir. Puis à chaque façon de faire, il y a une nouvelle situation un peu qui se passe. Donc, mais c'est vraiment une tâche quand même très lourde là, qui repose sur vos épaules là, et de responsabilité. Là. Comment on pourrait s'assurer qu'il y ait des délais qui soient moins longs dans tout ce que tu viens de nous dire là? Est-ce qu'il y aurait moyen, là, juste sur même cette petite partie-là, parce qu'après on va parler de la prochaine, là, mais Oui, probablement que les délais moins longs, ce seraient des processus qui soient standardisés. c'est ça, avec déjà la biopsie qui devrait rentrer directement dans le dossier du patient, c'est déjà pas mal. Oui, exact. Si on l'avait sur la DSQ, juste oui. ça. C'est ça. Juste ça. Qui a le pouvoir de faire ça, vous savez? Juste ça. Faites-nous rentrer les biopsies sur le DSQ. Délirant, quand même, là, je sais pas, là. Faites juste ça. Rentrer les biopsies sur le DSQ. Que le docteur Latré soit pas là, on pourrait déjà, en tout cas, lui envoyer ça. Là. Oui, parce que ça, déjà, serait une très bonne chose. Moi, je critique aussi un point, mais ça, bien évidemment, là, on est au niveau du gouvernement, c'est le fait que le carnet de santé, les patients aient accès 30 jours après. C'est ça. Ça aussi. Pourquoi est-ce qu'ils n'y ont pas accès comme jour 1?